Il était présent aux côtés d'Oppenheimer lorsqu'elle explosa. Il est l'un des scientifiques qui se tinrent silencieux un long moment face à la boule de feu qui emplissait le ciel de sa lumière en même temps qu'elle s'élevait devant eux. Tous l'attendaient sans qu'ils en aient prévu la nature ni imaginé l'émotion. Quand la clarté en vint à baisser et le vent commença à disperser les cendres atomiques, la sidération laissa place à l'effroi. Alors Bainbridge creva le silence. Il dit « No, we are all sons of bitches ». Wow. J'adore ce livre, incroyable. Oh, salut les étincelles de l'innovation, j'espère que tu vas bien. De nos jours, l'innovation est placée comme le saint graal de toute société qui se respecte. La capacité à innover est souvent le signe d'un pays en bonne santé et qui a de l'avenir. Toutefois, derrière cette vision idyllique se cache une part sombre que l'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, je te propose d'explorer cet aspect en s'appuyant sur ce magnifique livre « De quoi la créativité est-elle le nom ?», écrit par Miguel Aubuy. Faire grandir notre société par l'innovation, oui, mais à quel prix ? Générique ! Pour commencer, je te propose un rapide saut dans le temps jusqu'au 16 juillet 1945 dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Suite à une lettre signée par Albert Einstein et adressée au président des États-Unis Franklin Roosevelt, le projet Manhattan est mis au point dans le but de créer la première bombe atomique. C'est ici, sur la base aérienne d'Alamogordo, et plus particulièrement dans le désert Jornada de Muerto, que la première bombe atomique Gadget explose lors d'un test baptisé Trinity. Face à cette immense boule de feu, l'effroi entraîna un long moment de silence. Et la petite histoire dit que Kenneth Bainbridge, le responsable des essais, creva le silence en disant « No, we are all sons of bitches ». À partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Lorsque j'ai découvert cette histoire dans le livre de Miguel Aubuy, je me suis dit « Mais comment on peut arriver à autant s'auto-insulter lorsque l'on concrétise son innovation ?» Et pour trouver une réponse à cette question, nous devons explorer la mise en pratique de l'innovation dans notre société. Mais avant, et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'est gratuit, ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté d'innovateurs ou d'innovatrices francophones. Revenons à nos moutons. L'innovation que l'on connaît, celle de notre société occidentale, est l'innovation de la variation. Innover, c'est produire quelque chose d'original qui renouvelle notre représentation du monde et nous fait grandir. C'est l'ampoule qui va apporter sécurité et efficience aux personnes pour plus être dans le noir. C'est la presse d'impression qui permet de diffuser la connaissance à grande échelle. C'est la pénicilline qui sauvera des millions de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, derrière cette vision idyllique se cache une part sombre que l'on a tendance à oublier. Notre conception de l'innovation produit la destruction. On ne peut apporter un nouveau savoir sans condamner un ensemble de savoirs plus anciens ou apporter des effets secondaires indésirables. C'est Facebook qui va connecter 2 milliards de personnes en même temps qu'il met en péril les régimes démocratiques. C'est Airbnb qui permet de voyager de maison en maison partout dans le monde en même temps qu'il empêche les personnes les plus fragiles et vulnérables de vivre dans les grandes villes. C'est Amazon qui simplifie les achats en ligne en même temps qu'il pousse à la faillite les commerces locaux. Plus on innove, plus on crée de chaos. Alors la bonne nouvelle, ou pas, ça dépend de quel point de vue on se place, est que notre société a pris très rapidement conscience de cette corrélation entre innovation et destruction. C'est pour cela que nous avons mis en place ce que Miguel appelle dans son livre le principe de séparation des effets. L'idée est simple, nous gardons chez nous les effets désirables de l'innovation tout en déportant autre part les effets indésirables. Et il y a un très bel exemple historique expliqué dans le livre autour de l'invention de la soude industrielle par Nicolas Leblanc, chirurgien et chimiste français. De nos jours, les cristaux de soude sont devenus un produit complètement banal. Et pourtant, il fut l'or blanc du 19e siècle, dont sa production industrielle a permis l'essor de 4 industries majeures. Le textile, le papier, le verre et le savon. L'invention de Nicolas Leblanc est top car il suivit seulement de 2 étapes pour produire à échelle industrielle de la soude. Faire réagir de l'acide sulfurique avec du sel de mer pour produire finalement du sulfate de sodium,
Et ensuite, on va faire réagir ce sulfate de sodium avec un mélange de calcaire et de charbon pour produire de la soude. Le seul souci, c'est que pour 100 tonnes de soude produite, il s'échappait à l'époque 75 tonnes d'acide chlorhydrique sous la forme d'un gaz très corrosif. En 1846, dans la ville de Liverpool, où étaient concentrées la plupart des usines de soude de l'Angleterre, ce gaz provoquait des pluies acides et la mort lente de tout organisme vivant. D'un côté, les riches habitants de Londres bénéficiaient de chemises blanches, de savons odorants et pouvaient faire entrer la lumière dans leur maison. Et de l'autre côté, les familles pauvres de Liverpool payaient les effets indésirables de cette innovation en crachant du sang à cause de ces gaz corrosifs. Alors tu pourrais te dire que cette façon de faire est complètement révolue et d'un ancien temps. Et pourtant elle perdure aujourd'hui, mais tout simplement en s'éloignant. C'est notre pot de Nutella qui va entraîner la déforestation de la Malaisie. Ou bien notre lune de miel aux Seychelles qui fait grandir une île poubelle. Ou encore notre pseudo-énergie verte qui va polluer la Mongolie. Si je reviens à la réaction de Kenneth face à l'explosion de la bombe atomique que je t'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est qu'il s'est simplement rendu compte qu'ils étaient allés trop loin. On aurait pu continuer comme cela pendant longtemps, sauf que l'innovation que l'on connaît produit toujours plus d'innovation à un rythme de plus en plus rapide. Et on arrive à un point où on considère aujourd'hui qu'il y aura un saut technologique aussi important entre l'homme de Néandertal et nous, qu'entre nous et nos enfants. C'est complètement dingue. Malheureusement ou heureusement, cette course à l'innovation a rendu caduque le principe de séparation des effets. Et le plus gros retour de flamme que nous avons eu ces dernières années s'appelle simplement le réchauffement climatique. Dès lors, que pouvons-nous faire? Devons-nous simplement arrêter d'innover? Comme toujours, la vérité se trouve à mi-chemin. Et ce livre apporte un début de réponse en citant une histoire de la mythologie grecque, l'Odyssée d'Ulysse. Lorsque Ulysse est enfin de retour à son palais après tant d'années, sa femme Pénélope ne le reconnaît pas. Tant de temps s'est écoulé depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Afin de savoir si c'est bien lui, Pénélope le teste en demandant en sa présence que l'on déplace dans une autre chambre leur lit qui avait été fabriqué par Ulysse. Ulysse s'écrie « Mais c'est impossible! J'avais construit une autre chambre à l'endroit d'un olivier qui poussait. L'un des montants de notre lit est fait dans le bois de cet arbre que j'ai laissé en place. Le lit s'enfonce dans la terre d'Ithaque, on ne peut pas le déplacer. » Par sa réponse, Ulysse évite le piège et prouve son identité. Je trouve que l'exemple que cite Miguel Obuy dans ce livre est très intéressant, car finalement cette approche du lit dans l'Odyssée d'Ulysse représente à mon sens l'équilibre que nous devons trouver en innovation. Nous avons l'impression que nous vivons dans un monde fou, car nous avons poussé à l'extrême l'innovation tout en oubliant notre identité, d'où nous venons et nos valeurs. Et c'est pour cela que nous devons développer une nouvelle forme d'innovation, celle de la permanence. Ce type d'innovation a pour mission de faire perdurer certaines valeurs, éléments qui ont toujours existé et que nous souhaitons garder dans un monde en constante évolution. Alors oui à l'innovation, mais une innovation raisonnée et durable, mais aussi bien au niveau de l'environnement que de la société et de l'économie. La Terre nous rappelle vivement depuis plusieurs années qu'aucune innovation ne prévaut dans l'économie de la vie. À nous de saisir cette opportunité. Et si tu souhaites mettre la main sur ce magnifique livre que Miguel Obuy a écrit, tu trouveras le lien dans la description pour l'acheter. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, et si tu as déjà tout regardé, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!